Re-bienvenue, je m'appelle Dominique Hardy, je suis de l'Université de Québec à Montréal, au département d'Histoire de l'art. C'est vraiment un privilège d'être ici. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à présider cette dernière séance. And thanks to the McCord for the welcome and to all of the speakers we've heard so far and the questions we've had. It's just been a terrific few days. And I'm delighted to have the responsibility of presiding this final session devoted to the idea of iconography and politics, l'image et la politique. Rien de mieux pour ce qui me concerne. On aime passer beaucoup de temps dans ces paroisses, n'est-ce pas? Mais donc, trois communications qui vont être très différentes l'une de l'autre, mais qui touchent au sujet de... En regardant les thématiques, je me suis dit, c'est très intéressant parce que ça touche encore une fois à l'imaginaire, d'une certaine manière. Hein? The images of the taxpayer, images in New France, destined for an overseas market, looking at the circulation of the figure of Uncle Sam. All of this depends on social constructions of imagery and how they are configured around the image. So different topics, but revolving around a nice thread. So thank you in advance to our speakers for what we're about to hear. So without further ado, once again, we're going to have the three talks, the first co-presented by two speakers, but the three talks presented one after the other, and then we'll go to questions after that. So without further ado, we'll hear first of all from Elspeth Heeman and Shirley Tillotson. Elspeth Heeman is Associate Professor of History and Classical Studies at McGill University and is working on a significant taxpayer project. And Shirley Tillotson is Professor of History at Dalhousie University. And so I think we're hearing from, not the telephone in the background, but in fact, Elspeth Heeman, first of all. Thank you very much. Et moi aussi, je veux dire vraiment merci beaucoup pour cette conférence. C'est très intéressant. There's an awful lot here to think about. This discussion we've just had about decontextualization and contextualization has been absolutely fascinating for us because this is something we're very interested in as well. So we're hoping to learn a bit more about how that process works and to address it ourselves in our paper. So we're used to seeing a kind of image of the taxpayer as the shivering, denuded prey of the tax collector. And this is a recent image of the, that naked taxpayer, but it's a stock figure that you get throughout 20th century cartoons. Nonetheless, economist Erwin Gillespie has convincingly argued that we do not understand taxation if we think of the taxpayer as a hapless, helpless victim of a rapacious government that taxes indiscriminately. This one's not quite hapless. He seems pretty happy, actually. He was a survivor of the crushing defeat of the late 1960s tax reform movement by a highly vocal taxpayer opposition. Gillespie himself had been on the Carter Commission attempt to refound taxation, which was defeated by this powerful taxpayer movement. And he dedicated a book he wrote, Tax, Borrow, and Spend, to showing that taxpayer political opposition has mattered enormously and fundamentally in the history of Canadian tax policy. So Shirley Tillotson and I have been studying the history of taxation in Canada, and we are very drawn to this question of, what is this image of the taxpayer? And using this opportunity in the Macquarie Collection to discuss with you the images that the Macquarie Collection is so very rich with is political cartoons, including many, many images of the taxpayer. And the Macquarie Collection is, of course, only a small sampling, a fairly good sampling of political cartoons throughout Canadian history in all Canadian newspapers, and we're using it as a base to address other aspects, other images of this taxpayer, looking at some other sources as well, but largely focusing on the cartoons for this paper, the cartoons here by J.W. I don't know if it's Bengough or Bengoff. Dominic, do you know? Okay. Henri Julien, Rostap, Arthur George Racy, John Collins, and Norman Houdon. In the work of some of these cartoonists, it's possible to see just the sort of image that Gillespie was challenging, that hapless, helpless victim and the rapacious government. And cartoons are full of that simplifying, emotionally charged image.
We want to see how this works, how the cartoons are created, to what extent they speak to a particular kind of political, social, economic context, and to what extent perhaps they reflect stock constituents rather than the local context. Perhaps they reflect, traditions within the history of cartooning that are a little more decontextualized. And we find that there's a rich tension, and sometimes they dovetail, and sometimes they seem to diverge and go in different ways. So I'm going to say a few words about the 19th century, and Shirley's going to then pick up the story for the 20th century. 1870s, when I'm really starting off my story here, the genre of political cartooning is really taking off. It's becoming possible to make a good living as a political cartoonist, and that's to no small degree, it has to be said, by the political shenanigans of the politicians. John A. Macdonald and the Pacific Scandal provide enormous fodder for all sorts of cartoons. If you start to look for the audience, and the taxpayer in particular, you soon realize that the taxpayer is really not well represented. Not just the taxpayer, but the public. The voting public is not very thoroughly represented in these political cartoons. The politicians are a bit like circus performers, and the public is always very much sort of in the shadow behind the lights looking on. So on the one hand, there's almost no representation of ordinary cartoons in the 1870s. You get to see lots of images of Miss Canada or the emergent Johnny Canuck figure, and I'm not going to go into the details of these stock figures. They have been quite thoroughly written up. Miss Canada, Johnny Canuck are young, promising, young men and women with a great deal of economic promise, although in Miss Canada's case, continually under threat from an Uncle Sam who is trying to take advantage of her in one form or another. And Johnny Canuck and Miss Canada appear as two of the performers, and they represent the public amidst, performances of sort of politicians behaving very much like sort of boys in a schoolyard, strutting around, pushing each other around, etc. And there's not much interest in the interface between the public and the people on the stage. So you can't get an interest in the, quote, taxpayer until you get an interest in that interface between the way in which, people support their state. If that interface is represented in cartoons, it is, of course, the voter, not the taxpayer. And it's a moment of great strength to make your vote. The voter is actually seen as a fairly powerful figure because it is, after all, voters who vote Macdonald out of office and vote him back in again afterwards. So in the early and mid-1870s, the cartoons that reflect on fiscal matters largely show patronage. And this is a Bengough cartoon. I've got the date up there. 1873. Macdonald disperses patronage, and Mackenzie disperses patronage. This is what politicians do, and this is what cartoonists make fun of. And in this one, the cupboard is bare. That's not referring to the public's cupboard being bare. It's referring to patronage being depleted, not being able to give it out. And Christmas pie, again, this is a distributing up the spoils image. There's not much sense that the taxpayer is feeling the pinch from all that government spending. There's not much hint of lurking poverty behind. I mean, poverty is not very funny to draw, perhaps. That might be a reason for it. One of the few images that I have seen also just suggests is not a very funny image either, but the curse of Canada here is drink. It is not taxation, and as you can see, drink is stomping people. People can be displayed as really oppressed, but not, in this case, by politicians in the early 1870s. Bengough does show hard times, but hard times is a tramp who looks a bit like the Artful Dodger, not somebody you feel a great deal of sympathy for. It's not the only one in which he appears, but this is sort of the way he is portrayed. And indeed, politicians seem, if anything, a little surprised at so little social conscience in the cartoons. And Tupper exclaims at one point that if he were Bengough, he would show Richard Cartwright, the finance minister of the Liberals, as general distress. And so Bengough does so, but general distress is really, he's failing to distribute patronage rather than actually starving the people, which is what Tupper wanted to see. And one of the reasons, I think, why the sense that patronage spending doesn't cause a kind of popular pinch, create a taxpayer identity, taxpayer problem, is because taxpayers are well-to-do property people by and large.
And the thought of the day is you can't tax people unless they have something you're supposed to be taxing them with. They have money. And if they have money, especially in the hard times of the 1870s, well, they're not really great figures for sympathy. And this is a really terrific Henri Julien cartoon. This is the one that really raised my interest in how cartoons portrayed taxpayers. Two sides of the city tax question. The working man who's going to get a job from spending, who's going to be paid, who's going to be work for poor men from city taxes, builder, and the bourgeois, who is, of course, looking thunderous because his tax bill is going up. And this is from the Canadian Illustrated News. It seems to me quite typical. You don't have a taxpayer, you have a bourgeois. He's definitely a bourgeois rather than simply a taxpayer. He's not stripped of his bourgeois identity there in the name of that of the taxpayer. And what I thought was quite interesting is that, if anything, when they do talk about spending, the patronage theme persists even into domestic spending. It's not clear what property people who have discretionary income that could go to taxes or could go to something else would actually do that's useful with that money if it didn't go to taxes. There's a lot of cartoons, and I won't go through the text. They're long and texty, and I don't really. I wanted to show you the sort of the richness of the collection, so I'm not walking you through. But again and again, this is perhaps the longest, where they're talking about, if we can only rein in our spending, perhaps we can control state financial problems as well. That the problems of the state in spending too much and the problems of the taxpayer, it's the domestic spending is out of. There's too much. Frivolous spending, shall we say. And this is a theme in many cartoons. Extravagance is akin to dishonesty is another theme in another cartoonist. Vicissitudes of high living. The lady spends too much and has to let go of her maid. Her maid is, of course, going to suffer from this, but it is the lady's high spending that creates the problem. And the only real, it's remarked, there's a dissertation, I think it's Vitalik comments, a rare inclusion, David Spencer this is, his Drawing Borders, a history of political cartooning, a rare inclusion of an ordinary person actually feeling the pinch of the sugar tax here. By the end of the 1870s, you are starting, I find, to get much more of a class reading of cartooning. And there's two factors in this. And one is the national policy. John A. Macdonald introduces a tariff that is going to tax consumers, and it taxes poor consumers, as much or more than it taxes rich consumers. And Bengal, I meant to say, if Canada has a role here, it is actually to rein in bad spending by the federal government actually helps people from spending their money badly by kicking out the American carpetbaggers, the American peddlers. And that kind of theme shows up again and again and again. American peddlers want to get into Canada to sell their cheap wares, and they're told that they're not allowed. No, you have to go around and pay your toll. You're not allowed to sneak in, again, protecting. So as I say, national policy in this sense is seeing off the American peddlers. But for a increasingly class-conscious cartoonists like Bengal, the national policy starts off as he sees it as attacking the grits. He shows the elephant about 4 or 5 times, elephant associated with, it's a state of an American political machinery, but also it's going to be something that the grits are terrified of. They're afraid of his tariff, and sure enough, when the national policy comes in, starts to stamp on the Grit Party, but almost immediately it stamps on the taxpayer. That's what that character is here, is the Canadian, not the taxpayer, but the Canadian. The ordinary Canadian is being hard hit by the national policy rather than just the Grit Party. But almost immediately, as soon as Bengal is writing those sorts of images, he starts to introduce a more explicitly class reading of the taxpayer that will detract from this taxpayer being this kind of abstract taxpayer. He becomes a working man. Bengal reads, he gets it, it's a long, complicated story about where he gets it from. His father is a single taxer. Bengal becomes a single taxer. He reads Henry George's study of progress and poverty, published in the mid to late 1870s. And develops a very producerist argument. It's not the Canadian who is being badly hit by taxes in Canada. It is, in fact, the working man
The working man, you know, all the different levels of government, the bourgeoisie, again and again, Bengal will show an alliance of business and politics grinding down the working man, extracting the working man's wealth. But this is not, quote, the taxpayer. It's very much a working man. And that, I think, shows the influence above all of Henry George. And I can give a lecture on Henry George's single tax, but his theory was that there were too many taxes on working men and everybody else was getting very rich on it. Bengal becomes probably the most visible, committed single tax advocate in Canada in the late 19th century, and he produces cartoon after cartoon for decades. What's interesting about his cartoons is they aren't decontextualizing. He's trying to get as much social theory into his cartoons as he can. He's trying to show economic and social relations. And he does it for, you know, political cartoons in newspapers, and he's got his own newspaper. His work also appears in many places. He publishes separately. He publishes primers for little children so that they will learn, as they learn their ABCs, they will learn the evils of federal taxation policy. And I've got another one of, again, fattened on taxes and starved, you know, the working man. So this is very widespread in the late, you know, Bengal gets this image out everywhere. And to some degree, the emergence of that naked, decontextualized taxpayer has to do a detour around Bengal. I'm going to talk now about how that emerges. I'm going to be very quick here, about the emergence of that taxpayer image. I'm going to focus finally. I'm going to give you one last cartoonist, and that's Ross Stapp, working for the Toronto Telegram, a conservative newspaper. And here we have 1897 taxpayer imagery starting to appear in the political cartoons. A civic taxpayer, not a federal one, not a provincial one, but a civic one. And this is a theme that comes up again and again. But what I find really striking about this taxpayer in the whole here, it's a legitimate service. The city really does have to do something about holes in the street. They've got to pull the guy out, and they've got to, you know, pave the road. That's very different from the model of federal spending, where the money is always going to an interest. It's always going to the manufacturers of the railroads or something like that. And Ross Stapp plays this again and again and again. Tired taxpayer, 1900. Irate taxpayer. These are civic, again, images. Exhausted ratepayer. Weary taxpayer, civic shell game. You know, I'm not trying. 1900 cartoon taxpayer appears twice. Here he's on the ground, and there he is in the blurb as well, in the text. Again, there's a legitimate model whereby the citizen is buying services, and he's constantly, you know, spending too much perhaps, but nonetheless, it's a cross-class city identity of the taxpayer. And tired taxpayer again. 1904. There's a whole series of them. In 1904, I've put a couple here. There's a streetcar strike and a question of whether or not taxpayers getting his money. Provincially, spending still seems to be pretty corrupt. And federally, here you have, if there's anything going wrong in the city, it's the provinces that are enabling the corporations using provincial charters to weaken civic ratepayer politics. And this is a long-running theme of civic politics, is the way that the big business doesn't end run around civic politicians to get their charters passed provincially or federally if need be. Federal taxes are still standing on guard. Ross Stapp still has that theme. Here, tax on alien miners coming into Canada. Again, clearly an American miner trying to protect Canada. You do have the farmer here as a federal taxpayer, really hard hit by tax bills. But what really happens federally, I think, is, 50 minutes, is that this is a play on, I'm going to just move past that, but what really happens is, again, federally, the taxes are still distributed to interests, primarily to interests according to a patronage model that really is not legitimate in the way that the city taxes are, and that remains very profoundly embedded in the farmer's identity, the producer's identity, and not yet able to be a simple taxpayer. Hello. Tax historians are almost universally agreed that wars make a lot of difference in tax history. And World War I is no exception to that rule. It is a moment when Canadians are addressed as a unit
to join with their government to do the work of war finance, to see themselves as collaborating in the creation of a Canadian treasury to be used for a great national purpose. And they don't always speak back about the same nation, but they are spoken to as a nation. This discourse supports the Patriotic Fund, a voluntary fund. Victory loans also is a national conversation of this time about loaning money, and it supports the many war taxes. We know familiarly that it's the personal income tax, but also excess profit taxes, check taxes, perfume taxes. The kinds of war revenue taxes that are created in World War I succeed in bringing the Dominion into that intimate engagement with everyone as a taxpayer that, as Elspeth has shown, is more a civic identity in the 19th century and less a federal one. So during the post-war, I look at the cartoons from the McCord collection of Arthur George Racy, and I also supplement them with a character from the Halifax newspapers, Robert Chambers. He begins in 1933 and overlaps with a Montreal Gazette cartoonist, John Collins, so he links Racy and Collins. So, and in Racy, you see, he begins his cartooning career before the First World War, and you see in Racy's cartoons something like the same array of characters that Elspeth has spoken of. The civic-minded citizen, clearly bourgeois, whose identity is one of political wisdom and superior judgment. But you also see in Racy the little figure there who is called the consumer, being bullied by coal miners and coal operators. You see here him as the people, again being taken in two directions by capital and labor. But notice he's also the man in the middle who pays for it all. As well as the people, he is a taxpayer. The man rowing frantically here is labeled very faintly taxpayer, and the elephant is very faintly labeled government debt and spending. You also see him among his everyman figures, among this kind of general, generic, abstract, public individual. You also see the consumer, and here labeled as the public, sometimes addressing government, sometimes addressing business. Historian Bruce Rotalick, who we were kind of responding to, argues that this everyman will become merely a critic of government. But at least at this point in Racy's cartoons, he's arguing with industry as well as with government, with labor as well as with capital. There's only one emaciated taxpayer that I find in the Racy cartoons, that bottom frame, and Mr. Taxpayer doesn't have to fast as he's doing it all the time anyway. But actually, in Racy, by and large, the taxpayer, I think you'll agree from the previous symbols, is a fairly dignified feature, sometimes small, but fairly dignified. He is someone, and I think in Racy's cartoons, he's often someone who can make a judgment, who participates as a kind of an equal in a conversation about debt, deficit, taxation, and spending. Here, the figure in the background is the Chancellor of the Exchequer, Philip Snowden, relieving John Bull of part of his tax burden, while both Uncle Sam and Johnny Canuck look on, astonished at the excellence of British tax policy. And when Racy is in favor of certain public finance measures, he draws these cartoons which are not cartoons at all in the sense of satire. This is a picture of Prime Minister R.B. Bennett during the Depression, issuing Canadian bonds. This is a cartoon that celebrates the successful floating of a loan. Be still my beating heart. And similarly here, W.D. Euler comes out in favor of railway unification, an extremely contested position. But it's the position that Racy's paper endorses. So here, Euler is celebrated as a man of honor facing down the stones and brickbats of partisan position. And in my all-time favorite Racy political education cartoon, this gardener is carrying a hoe labeled national government.
national government was an idea of nonpartisanship linked in some national contexts to fascism. And around the British Commonwealth and in the UK, national governments set aside for a period of time party contests, elections, in order that they could take on the weeds that had infested public life. Taxation prominently in the foreground, Bolshevik agitator, porcine political partisan, unemployment distantly in the background. But these are, I would argue, a kind of political cartooning that shows a broadening social referent of the taxpayer, shows the taxpayer as a deliberator and a thinker, and infused in a way I don't find desirable, but which I recognize the logic of. There's an idea that national government can belong to everyone, that everyone is a citizen, and that partisanship merely divides us. So I looked at Robert Chambers as well. Excuse me, there we go. Who shows the taxpayer running a gauntlet between a whole set of income taxes, the income tax, the sugar tax, the gasoline tax. And here, facing down a wolf of taxes. But Chambers also shows not just the taxpayer, but the Nova Scotia elector as the dance partner there, the little figure being blinded by the rhetoric of the politician here as Nova Scotia elector. He shows the taxpayer as a consumer. And in this one, Angus L., the candidate that Chambers supports, is leading the people out of the woods of deficits, extravagance, excessive taxation, and debt. It's a range of representations from one election campaign in the 1930s at the beginning of Chambers' career that makes him, shows the beginnings of a generic taxpayer, but it's not until the 1950s that you see in his work and in the work of John Collins a taxpayer who is also an everyman figure, who's not labeled with little subdivided identities. Chambers develops this character known as the little man. He's shown here with his rather motherly-looking wife buying Christmas presents for each other. You see him doing things like having eaten and spent too much at Christmas, but you also see him expressing views on public policy of various kinds. Here he's a little optimistic about how quickly the public works programs are going to kill the recession. And here he's very willing to have his taxes raised by salesman Abbott, the finance fan, because he sees in 1954 that world tensions require greater tax paying. But you also see in him and in John Collins ever more extravagant ways of describing extraction from the poor, suffering everyman as taxpayer. He's not, in this kind of image, defined by the particular identities of municipal politics. He's not a farmer, he's not a worker, he's not a bourgeoisie. He emerges as a kind of epiphenomenon of modern public finance. Those fiscal crises of the 1930s had taught Canadians to think of themselves not simply as buyers and sellers of local services, participants in different sectors of the economy, but as participants and often helpless victims of international systems. They didn't control the money supply or the gold standard or any of those other wondrous beings, and yet they suffered at their hands, whether from loss of credit, unemployment, or vastly increased and multiplied taxes. Income taxes in particular multiplied during the 30s, and in 1942, the exemption level dropped so low that most Canadians working Canadians became income tax payers. Okay. So the extension of the income tax to a truly mass base during World War II was part of what created the everyman character as a generic standard for a citizen. Here he's waiting for the budget to come. He's going to either beat it up or give it posies, and he decides that the 1947 budget's actually rather nice. And we show him here being appreciative to Finance Minister Douglas Abbott. In other words, he's a little generic, but he's not exactly helpless, hapless,
stupid, subjected to an unreasoning state. Whereas in, but he combines his taxpayer identity very seamlessly with his consumer identity. Here you see him getting a break from the airlines and ticket prices, and then the finance minister zipping in with a proposed tax on airline tickets. In Collins's work, a cartoonist who was a little younger, but maybe 10 years younger than Chambers, starts at the Montreal Gazette in 1938. In Collins's work, you begin to see this completely oppressed taxpayer shown here as being crushed by the combined tax effect of the sales tax and other cost of living effects in one giant snowball. Collins is relentlessly anti-tax. The tax hippo, the old taxes never die and they sure don't fade away. CBC's in the red and I'm always black and blue. The most overtapped tree in Canada, and possibly the most over-the-top picture, the income tax is Satan. Anyhow, so Collins is pretty relentless on this subject. And yet, even though both he and Chambers use an every man, a little man model, I better wrap it up, they aren't exactly the same. In their contrasting representations of the budget speech, they're both men in barrels facing cannons. But I'd argue that where Collins represents the little man, you know who, as being the object of mafia-like extortion, in Chambers' cartoon, the soldier who's about to shoot him might just be doing his duty. There's a different view of the state. It's frightening, neither of them are happy, but one is a little bit more over the top. Okay, I think I will. Do I have to wrap up here? Yep, look, here I am at the end. Oh, no, oh, wait, oh, I have, sorry. Constitutionalism. How could I not comment on constitutions and taxation? For Collins, the division of powers debate and the tax debate between Quebec and the feds in the 1950s is just another element of the suffering of the taxpayer. I found it interesting when I looked at Normand Hudon, who is cartooning for various newspapers, among them Le Devoir, through this period, that although he has the suffering taxpayer in his repertoire, Hudon doesn't have an everyman character. So while it's true that this everyman character is becoming common, it's not in all cartoonists. And Hudon's suffering taxpayer is generally suffering from Ottawa's taxes. Okay? This is Finance Minister, the federal Finance Minister, Doug Fleming, standing on a taxpayer, catching a taxpayer that's nothing more than a bony fish, and the Supreme Court chastising Jean Drapeau for having tried to do something innovative in taxation. Hudon was much more interested when he talked about federalism or when he talked about Quebec politics, about criticizing social credit, and when he talked about federal politics, criticizing Diefenbaker's imperialism. Anyhow, more needs to be said on Hudon, but to wrap up, Bruce Vitalik, the historian who we're within having a conversation with, has argued that the everyman character of the 20th century cartoonist is politically passive and rather cynically able only to mock politicians rather than to engage in political reason. Vitalik makes a contrast to a 19th century world of engaged citizenship. But Elspeth has shown that with respect to the taxpayer identity, the citizen engagement that took shape first within representation, has argued that citizen engagement took shape first within representations of urban politics, of civic politics, and that at least until the First War, it was actually quite difficult to insert taxpayer as a generic political identity in editorial cartoons about provincial or national politics. The cross-class everyman character who begins to appear in the interwar years of the 20th century flourished in the 1950s and 60s. He emerges from cartoonist pens because there is a new mass income tax and a related macroeconomic vocabulary in political life. And just as Bengow and Rostap differ, so too do Chambers, Hudon, and Collins. Some are more political reasoners. Collins is merely resentful of the rapacious government.
Houdon takes a distinctive position on the constitutional dimension of taxation. These variations tell us that not all everyman figures are cynical conservatives. And yet there is a change in the depictions of the taxpayer, a more generic, sometimes over-the-top depiction of helplessness. Collins probably did the most to teach Canadians that taxpayers was that role. And in doing so, he puts the everyman in a location in macroeconomics and macro morality in which people are addressed by the state in terms that leave little room for moral agency. In the tax world that these editorial cartoonists present in the late 20th century, or in the mid-20th century, there is no longer room for political alliances and careful judgments based on particular economic locations of the kind that structured Victorian citizenship. Thank you. Thank you very much, Elspeth and Shirley. So already we can see the extraordinary strengths of the collections that are held here at the McCord simply for cartoons, political cartoons, caricatures, and of course it's a strength that's exemplified across print culture generally. Et maintenant, pour illustrer cet aspect de la collection mais vu autrement, nous entendrons Marjolaine Poirier, qui est détentrice d'abord d'un baccalauréat au cheminement honneur de l'Université de Montréal, mais qui poursuit maintenant ses études de deuxième cycle au département d'histoire de l'art de la même institution. Signalons qu'elle a remporté cette année même la bourse de recherche en milieu de pratique du FQRSC, Musée de la civilisation du Québec, ainsi que la bourse de recherche sur la culture du Krilk, Marjolaine Poirier. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter des recherches qui en sont à leur tout début. Donc, je vais être heureuse d'avoir vos commentaires et de voir si tout cela se tient bien. Alors, la présentation d'aujourd'hui est centrée autour d'une seule représentation que vous voyez à l'écran et que vous avez vue durant la visite aussi, m'a-t-on dit, dont le musée McCord possède plusieurs exemplaires, vus de la Basse-Ville à Québec vers le fleuve Saint-Laurent, de Frank Xaver à Berman. Avant de nous attarder aux dynamiques qui prévalent lorsque le regardeur pose les yeux sur cette image, j'aimerais vous fournir quelques renseignements concernant cette eau forte. Vue de la Basse-Ville à Québec est une des composantes de la série des prospects qui regroupe environ 500 vues d'optique. Produite en Allemagne par l'Académie impériale des arts libéraux, les images forment un ensemble cohérent. Les représentations décrivent la géographie du monde telle qu'elle est perçue durant le 18e siècle. Cette vision de l'espace terrestre ne s'articule pas uniquement dans une temporalité concordante. Si elle intègre principalement des paysages urbains et des espaces liés à des événements de l'époque, elle comprend également des lieux inspirés par les récits bibliques. Subissant une pulsion cartographique, les gravures sont des métaphores du contrôle de l'autre. En plus de Québec, d'autres villes américaines font partie de la collection: Philadelphie, Boston, Mexico et Salem. Sont représentés par Berman et son collègue Frédéric Balthazar Lezelt. La série comprend aussi 2 batailles navales en lien avec la Révolution américaine, combat mémorable entre le Pearson et le Paul Jones et État malheureux du Québec et de la surveillante vaisseau de guerre François. La vingtaine de vues d'optique qui décrivent l'espace urbain du nouveau continent possèdent certaines spécificités. Contrairement à plusieurs vues d'optique de la série, elles échappent au paradigme documentaire. Ce ne sont donc pas des vues réalistes. Les espaces construits qu'elles représentent ont peu de lien avec les lieux réels. Utilisant le mode de l'inventaire comme moteur capable de définir le territoire, les eaux fortes cumulent des caractéristiques typiques permettant de reconnaître un paysage perçu comme spécifique et authentique. Ces marques identitaires du paysage ne sont pas tous obsolètes. Certaines d'entre elles vous viendront à l'esprit si vous pensez aux clichés qui ont encore cours aujourd'hui concernant le Québec ou la ville de Québec, et je ne parle pas de mer ou de radio. Quels sont ces stéréotypes? Dans Vue de la Basse-Ville à Québec, la ville est identifiée par sa situation portuaire, je crois que vous voyez bien à l'écran, la présence militaire. On voit que c'est une histoire de l'art. C'est peut-être pas très clair ici, mais on a des soldats juste
à l'arrière ici. On a et sa réputation de place forte qui s'incarne dans les murailles crénelées à la gauche de l'image ici. Les 4 autres gravures de Québec, produites par le Zelt et Haberman dans la série des prospects, utilisent également ces motifs traditionnels. Elles font toutefois également recours à d'autres topias. Il est possible de les identifier sur les estampes représentant la ville. Ici, on a encore quelque chose de portuaire. Ici, ça va être un petit peu différent. Donc, on va voir des autochtones. On va voir aussi apparaître une hoste et une basse ville. On la voyait un peu dans l'autre représentation. Des dames habillées à la française. Et on va changer d'image. Et la chose que vous voyez ici dans le bas, ce sont des peaux de castor. Qui est quand même encore une activité économique importante, donc le lien est là pour ça. La figure récurrente de l'Autochtone est particulièrement significative comme iconographie pour décrire le territoire. Il y a certaines des images pour lesquelles je ne suis pas encore sûre que ce soit des Autochtones. Par contre, parce qu'il y avait à l'époque une grande mode où on va prendre quelqu'un qui habite le territoire, qui est un Européen d'origine, et on va lui mettre des plumes sur la tête pour dire qu'il appartient à cet espace géographique-là. C'est quelque chose qui est assez courant au 18e. Mais il y en a qui ont des flèches et des arcs et d'autres qui n'en ont pas. Donc, pour l'instant, mon identification s'oriente en fonction de ça. Ces signes ne sont pas qu'iconographiques, ils sont aussi discursifs, puisqu'ils sont également présents dans les titres. On va avoir apparaître la haute, la basse ville et d'autres éléments dont on vient de parler. Les vues d'optique du Nouveau Monde se caractérisent également par leur mode de production. Ce sont des gravures d'interprétation qui ne reprennent pas des œuvres décrivant les villes qu'elles veulent dépeindre. Donc, ce sont des gravures qui ont été faites à partir d'autres gravures. Elles sont dérivées de paysages urbains européens. Les images allemandes ont été développées, dans le cas identifié jusqu'à présent, en dupliquant certaines parties d'eau-forte anglaises, illustrant des paysages bâtis britanniques. Et c'est là où on voit l'importance des images numérisées. Regardez 30 000 images pour en trouver une, ça va beaucoup plus vite sur le web. Bien qu'aucune mention n'apparaisse au bas de la gravure pour identifier la source, il en est ainsi, je vais juste reculer un petit peu, pour Vue de Québec, dont j'ai trouvé la source. Elle reprend la moitié gauche de View of the Royal Dockyard à Chatham, gravé par John Hamilton Mortimer. Puis c'est intéressant parce que ce sont les graveurs et les mêmes compagnies qui étaient utilisées, qui ont fait des gravures très populaires à l'époque concernant l'Amérique, entre autres la fameuse gravure de la mort du général Wolfe. Donc, et probablement que les graveurs en partie ont repris cette image-là pour ça. Je ne sais pas si vous voyez bien la concordance, mais il faut penser aussi que l'image est inversée. Mais si vous regardez les petits personnages en avant ici et les petites chaloupes, vous allez revoir les mêmes bâtons et les chaloupes ici, on inverse tout ça. L'image est retournée et ses couleurs n'ont pas les teintes chatoyantes de la gravure. Je pense d'origine, c'est assez facile à voir, puisque la coloration des vues d'optique était faite pour accentuer l'effet de profondeur. La composition se voit également modifiée. Le plan est légèrement différent. Certains des motifs sont aussi adaptés. Le navire de guerre est recentré. Des bâtiments sont ajoutés à l'image. Enfin, les immeubles qui forment l'arrière-plan sont moins éloignés dans l'espace. Ces transformations sont effectuées pour exagérer la profondeur du champ visuel. C'est cette accentuation de la perspective qui, jumelée au dispositif optique, donne l'illusion aux spectateurs du XVIIIe siècle de se retrouver dans un paysage immersif où les formes se découpent en donnant l'impression de la tridimensionnalité. Commercialisées entre 1690 et 1840, les vues d'optique attirent principalement la convoitise des acheteurs dans la dernière moitié du 18e siècle. Elles séduisent les foules au moment où les sciences empiriques intègrent la culture des Lumières. Dans ces nouvelles
créations physiques et mathématiques de 1799, Gilles Guillot dira d'elle « Ces sortes d'optiques sont entre les mains de tout le monde. Elles représentent, au naturel, en apparence dans l'éloignement, tous les vues, paysages, palais et autres sujets d'architecture que l'on met dans cette boîte. Les démonstrations scientifiques jouent alors un rôle remarquable dans la sociabilité d'une large part de la population sans qu'il y ait une différenciation de genre. Or, selon l'historienne des sciences Jessica Riskin, dans son livre Science in the Age of Sensibility, The Sentimental Empirists of the French Enlightenment, les présentations publiques des scientifiques de l'époque sont marquées par la prépondérance des illusions d'optique. Malgré certaines controverses, la vue y est alors perçue comme le sens le plus apte à permettre une compréhension du monde. Ce phénomène se produit alors que les penseurs du XVIIIe siècle s'approprient les théories de John Locke. Dans son volume Essay Concerning Human Understanding de 1690, Locke propose un axiome selon lequel le cerveau est un espace blanc, sur lequel la pensée se développe grâce à la perception des instruments que sont les 5 sens. Les savants des Lumières élargissent cette notion à différentes perceptions liées au déploiement de la sensibilité. On parle souvent de l'âge de la sensibilité au XVIIIe siècle. Il y a une partie qui vient de cela. Dans ce contexte, l'illusion visuelle que procurent les vues d'optique de la série des prospects répondrait à des conceptions sociales déjà présentes. Elle permettrait au regardeur de s'approprier un monde auquel il n'a pas accès directement en se servant d'outils issus des sciences. Elle donne donc lieu à des voyages immobiles en fauteuil, au même titre que le feront les vues stéréoscopiques photographiques au XIXe siècle. La situation générale de réception des vues d'optique que nous venons d'énoncer se doit toutefois d'être nuancée en fonction de la position sociale des regardeurs. Le lieu où les images sont observées est la distinction la plus importante concernant les publics. L'espace de réception est déterminant dans la narration qui se fait autour d'une vue d'optique comme vue de la Basse-Ville à Québec. Dans le cas des élites, les gravures sont examinées dans un espace privé de socialisation, celui du salon. L'appareil par excellence dans ce cadre de réception est celui que vous trouverez à l'écran sur l'estampe créée d'après un tableau de Louis-Léopold Boilly. Le graveur y représente la seconde femme du politicien français Georges-Jacques Danton, en compagnie d'un enfant occupé à contempler une vue d'optique. Uniquement destiné au confort des demeures bien nanties, l'instrument est appelé zoograscope ou machine d'optique diagonale. Vissé sur un socle, il est constitué d'un montant sur lequel est fixée une lentille biconvexe, la lentille que vous retrouvez sur une loupe, par exemple. Les fabricants adjoignent au boîtier de la lentille un battant muni d'un miroir qui inverse le sens de la composition. Lors du visionnement de l'image, la partie amovible est relevée à 45 degrés, comme vous le voyez ici à l'écran. Au Québec, un exemplaire incomplet d'un zoograscope est conservé au Musée de la Civilisation. La Rare Books and Special Collection Library de l'Université McGill possède, quant à elle, une version en parfait état. Et ils ont aussi des gravures si vous êtes intéressé à y jeter un coup d'œil un jour. Peu encombrant, le zoograscope n'est pas le seul dispositif utilisé chez les nobles, les bourgeois et les intellectuels aisés des Lumières. Plusieurs lui préfèrent les boîtes dioptriques par vision directe ou les boîtes catoptriques avec miroir. Ces deux dispositifs sont également transbahutés par les colporteurs dans les foires et les places publiques urbaines. Le rendu de ces boîtes est jugé, avec raison, plus convaincant par de nombreux observateurs de l'époque, puisqu'il englobe complètement le champ de vision du spectateur. C'est le cas de Jean-Jacques Rousseau, qui, dans une missive de décembre 1764, demande à son correspondant de lui faire parvenir une de ces boîtes. Et là, je vais prendre un peu d'eau parce que j'ai le rhume avant de vous lire ça, sinon ça ne passera pas. C'est effectivement une optique telle que vous décrivez dont nous avions parlé. Je n'aime point celle qui reste ouverte, laissant de toutes parts entrer la lumière et présentant avec l'image les objets environnants. Vous me parlâtes d'une manière d'enclore l'image dans la boîte par une espèce de cadre noir qu'on ne vit absolument que l'estampe.
Voilà, monsieur, ce que je désirois, et si vous trouvez à Genève de bons verres, que vous connaissiez quelques bons ouvriers que vous vouliez bien diriger pour faire la boîte, je vous serai obligé de vouloir y donner quelques soins. Je sens que dans mon état, enfermé plus de 6 mois tous les ans, j'ai grand besoin d'amusement qui fasse diversion aux excursions de ma tête et l'empêche de me consumer dans ma prison. Il souffrait beaucoup, Rousseau. Alors, à l'âge de la raison, la notion de jeu et l'idée que l'image puisse faire illusion sont fortement ancrées dans les esprits, comme le démontre le texte de Rousseau. Il existe une mise en tension de la méthode empiriste dans les divertissants, mettant en exergue une visualité de prestidigitation. C'est la dernière fois que je mets ce mot-là dans un texte que je lis. Tout en utilisant les avancements de la science. Les boîtes d'optique sont particulièrement ambiguës puisqu'elles impliquent souvent l'utilisation d'effets spéciaux. Quand je dis à mes collègues de cinéma, ils sont là. Ah! Dépourvues de miroir dans le cas des boîtes dioptriques, elles sont souvent utilisées avec des vues d'optique soigneusement percées pour laisser passer la lumière. Ce stratagème permet, grâce à un éclairage le plus souvent artificiel, de mimer l'alternance entre le jour et la nuit. Les gravures sont parfois également mises sur des rouleaux pour donner une impression de mouvement. Objets ludiques techniques, les gravures et leurs dispositifs ne sont pas que des illusions visuelles propres à exercer la sensibilité sensorielle. Conservés dans les cabinets de curiosité de la France ou les Kunstkammer de ce qui est alors le Saint-Empire romain germanique, un grand nombre des vues d'optique de la série des prospects cherchent à éveiller une émotion propre à provoquer les mouvements de l'esprit. C'est le cas de la vue de la Basse-Ville à Québec et des eaux-fortes représentant les colonies anglaises du continent américain. Objets qui permettent de voir un territoire sans avoir à se déplacer, les vues d'optique américaines de la série des prospects s'inscrivent dans la pensée impérialiste et les controverses idéologiques européennes. Comme l'a noté le géographe Denis E. Cosgrove dans son essai « Social Formation and Symbolic Landscape », le médium du paysage est pour les Européens du XVIIIe siècle une façon de dépeindre le monde par rapport à leur propre identité et à leurs questionnements sociaux. Les vues d'optique d'Haberman et Le Zelt s'inscrivent dans le discours visuel entourant la rivalité territoriale entre l'Angleterre, l'Espagne et la France, qui, par le jeu des alliances et les échanges monétaires, concerne une majorité des pays européens. La légende accompagnant la gravure de Le Zelt, vue de Québec, est à cet égard particulièrement significative. L'inscription se lit ainsi: Québec, une ville de Canada, dans l'Amérique septentrionale, auprès du rivage gauche du fleuve Saint-Laurent. Elle était la capitale de la Nouvelle-France, mais les Anglais la prirent en 1759, et par la paix suivante, elle fut cédée à la couronne d'Angleterre, avec le Canada en entier. La phrase souligne la rivalité entre les puissances colonisatrices qui cherchent à s'accaparer le territoire, ainsi que le rôle stratégique que la ville joue dans le contrôle du nord du continent. Lu à haute voix lorsque la vue d'optique était glissée dans son dispositif, que ce soit dans les salons ou les places publiques, cet énoncé était donc entendu de tous. La relation à l'image, surtout dans les intérieurs nantis, où les boîtes étaient munies d'une seule lentille, était quant à elle individuelle. Les corrélations entre l'écrit, l'image et les discours qu'ils peuvent susciter sont donc fondamentales dans ce contexte de réception. Les soldats partant les rues de la ville, les navires de guerre à l'ancre dans le port et l'inscription véhicule une idéologie cohérente et homogène. Québec est donc, pour le récepteur européen des vues d'optique, un lieu assujetti à une puissance coloniale. Théâtre de la résistance de l'Angleterre face aux révoltés des 13 colonies anglophones américaines, les paysages urbains de Le Zelt et Haberman participent également au discours iconographique entourant la guerre d'indépendance. En fait, il faut savoir que ces images-là, ce sont les seules images représentant le nord du continent qui ont été diffusées en Europe à cette époque-là. C'était des images diffusées à grande échelle, probablement, dans mes estimations actuelles, qu'il y avait 5 à 10 000 copies de chacune des images. Et il y en a 5 seulement pour Québec. Les vues de Québec des deux graveurs bourgeois sont produites alors que l'Europe est fascinée par les hostilités qui opposent les révolutionnaires à l'Empire britannique.
Largement couvert par la presse allemande, le conflit est certainement connu des deux artisans allemands, ou, à tout le moins, de leur éditeur, Johann Daniel Ernst von Herzberg. Distribué dans le Saint-Empire germanique et, probablement, la France, à l'aube d'importants changements politiques, les vues d'optique du continent américain font probablement écho aux débats concernant les libertés civiles en Europe. Associé aux batailles navales opposant les vaisseaux anglais aux rebelles américains, ainsi qu'aux autres villes du nouveau continent représentées dans la série des prospects, les vues de Québec participent à un discours équivoque concernant l'idéal du républicanisme valorisé par la Révolution américaine. Comme le fait remarquer l'historien de l'architecture Christopher Pierce dans son article « Practicing Peeping New Notes and Comments on the Collection des Prospects of New York City », les 6 gravures illustrant New York sont les seules à représenter directement le conflit. La majorité des intitulés qui accompagnent les représentations de la ville mettent l'accent sur les victoires des troupes anglaises. Représentation du feu terrible à Nouvelle-York, l'entrée triomphale des troupes royales à Nouvelle-York, l'arrivée du prince Guillaume-Marie à Nouvelle-York ou débarquement des troupes angloises à Nouvelle-York. D'une nature différente, la destruction de la statue royale à Nouvelle-York relate une action remettant directement en cause la domination de l'Angleterre. Il faut ajouter à cela que la série comprend aussi des villes associées directement au succès des rebelles américains, soit Boston et Philadelphie. Salem, rallié aux révolutionnaires et patrie des Quakers, qui sont alors perçus par de nombreux Européens comme un peuple incarnant un nouvel âge d'or dans l'Éden américain, est aussi le lieu d'un important gain militaire des insurgés, la bataille de Queenston Bridge. Prises dans leur ensemble, les vues d'optique d'Haberman et de Loisel donnent donc lieu à un récit visuel ambivalent concernant le conflit. Cette indétermination reflète les divergences entre les factions idéologiques dans les provinces allemandes, où les partis pris étaient assez bigarrés, et chez les partisans politiques français. Malgré l'appui de la France aux insurgés par esprit de revanche sur Angleterre, les factions partisanes conservatrices françaises voient dans cette guerre un dangereux précédent, celui d'une remise en cause de la dominance d'une métropole par sa colonie. Objets de consommation vendus à grande échelle, les vues d'optique produites par l'Académie impériale des arts libéraux sont conçues pour répondre aux horizons d'attente de leurs acheteurs. Les contradictions du discours telles qu'elles transmettent permettent à chaque regardeur, peu importe le spectre idéologique auquel il appartient, de bâtir une histoire correspondant à ses propres convictions. Le désir de considération que les élites intellectuelles recherchent dans les salons, jumelés à la codification des comportements dans ces lieux, font des vues d'optique un objet susceptible de fournir un point de départ aux orateurs à la recherche de reconnaissance sociale, un peu comme aujourd'hui. C'était une blague. Si vue de la Basse-Ville à Québec vers le fleuve Saint-Laurent a pu servir de déclencheur à des conversations entre les élites, sa présence dans l'espace public est également probable. Officiant dans les foires et sur les artères des grandes villes, les montreurs qui offrent aux regardeurs des curieux des illusions d'optique sont présents en Europe depuis le 18e siècle. Et moi, comme un autre chercheur qui s'appelle Manoni, on pense même que c'est 17e siècle. En plus des boîtes d'optique, ils trimballent souvent d'autres instruments qui jouent sur la perception visuelle. Large lanterne magique ou boîte à perspective qui étaient des genres de mini-théâtre. Les colporteurs, aussi appelés savoyards, misent sur la curiosité du voyeur pour convaincre les passants de jeter un œil à travers les ouvertures de leur boîte dioptrique ou catoptrique. Dans le cas des gravures de Loisel et Haberman, cet intérêt peut être augmenté par la présence de l'Amérique dans l'actualité politique. Il est sans doute aussi redevable à l'exotisme des lointaines contrées du nouveau continent, qui fascine encore les foules comme en fait foi la littérature de l'époque. Denis Diderot dans Supplément au voyage de Bougainville, Dialogue, ou Histoire philosophique et politique des deux Indes, Voltaire dans L'Égénue ou Le Huron, le poème de Goethe, America, Chateaubriand dans Atala, pour en nommer seulement quelques-uns. L'auditoire qui se presse autour du colporteur pour contempler cet ailleurs lointain accède au dispositif de façon collective et individuelle. La vision est égocentrique puisque les yeux du spectateur sont entièrement mobilisés par la gravure
accessible par l'ouverture. Toutefois, le regardeur n'est pas seul dans son examen de la vue d'optique. Contrairement à celle des résidences privées, les boîtes d'optique utilisées dans l'espace public sont en général munies de plusieurs lentilles. Il est donc possible pour quelques personnes d'examiner simultanément la vue d'optique. Le divertissement ici proposé, s'il se targue des relents scientifiques, a surtout une valeur de performance. Le marchand ambulant déclame habituellement des récits intégrant l'image comme support visuel. Conçus comme un spectacle destiné au peuple, les vues d'optique et leurs dispositifs se retrouvent ainsi dans l'espace hétérogène des foires et des places publiques urbaines. Accessibles au peuple et aux élites dans les lieux en mouvement, ceux de la rue et du divertissement, elles transcendent les goûts relatifs au rang social. Objets scientifiques et de socialisation, dispositifs destinés au divertissement, discours sur le contexte politique lié à l'actualité et reflets des perceptions idéologiques des Européens, les vues d'optique comme « Vue de la Basse-Ville à Québec vers le fleuve Saint-Laurent » sont des images complexes dont le contexte de réception doit être analysé en profondeur. Cette présentation, si elle n'est pas exhaustive, a cherché à offrir des pistes de réflexion sur les conditions dans lesquelles le public regardait les gravures. Il nous apparaît intéressant, pour conclure, de nous demander si des informations comme celles que nous vous donnons aujourd'hui devraient influencer notre réception actuelle des œuvres. Ces recherches universitaires devraient-elles, par exemple, avoir un impact sur la façon dont ces eaux fortes sont présentées dans les institutions muséales ou sur leur mode de collectionnement par le grand public? Et voilà. Donc, c'est véritablement des régimes d'historicité très différents qu'on vient d'entendre. Merci beaucoup, Marjolaine Poirier, pour cet ajout à notre réflexion. Et maintenant, nous allons entendre Christian Vachon, qui est à la fois à la tête du service de gestion des collections, mais aussi conservateur de la collection de peintures, estampes et dessins, et donc celui qui, ici au Musée McCord, a le privilège de s'occuper de toutes ces images et qui va nous entretenir sur l'image de l'oncle Sam. Christian Vachon. Alors, bonjour. D'abord, la collection de peintures, estampes et dessins du musée McCord comprend environ 76 000 images, desquelles on retrouve près de 35 000 caricatures, c'est-à-dire d'images qui tombent dans une catégorie qui est celle de la satire graphique. Alors, c'est une quantité assez importante. Pourquoi? Au moment de la création du musée, lorsque David Ross McCord donne sa collection à l'Université McGill, on retrouve déjà plusieurs centaines de caricatures, parmi les plus anciennes connues au pays. Alors, de sorte qu'aujourd'hui, cette collection-là couvre plus de 2 siècles et demi d'histoire politique canadienne. Alors, je remercie les organisateurs du colloque de me donner l'opportunité d'explorer un tout petit segment de cette collection-là et surtout de permettre une réflexion sur certaines caricatures qui avaient déjà attiré mon attention et pour les raisons que je vous explique à l'instant. Créé voilà maintenant 2 siècles, l'oncle Sam représente encore de nos jours le symbole national américain par excellence. Plusieurs historiens attribuent son parachèvement au célèbre dessinateur politique Thomas Nast au cours des années 1870. Des caricatures de la collection du musée McCord révèlent toutefois certaines influences canadiennes préliminaires. À partir d'un corpus constitué d'images de l'oncle Sam, publié avant et pendant la carrière de Nast, nous avons tenté de reconstituer l'évolution graphique de la figure emblématique. Nous avons d'une part considéré les caricatures clés, identifiées par des chercheurs américains qui se sont penchés sur l'historiographie du personnage. Et ensuite, nous avons recherché toute illustration dont le titre ou le texte dans l'image fait usage de la dénomination « Uncle Sam ». Notre analyse iconographique fait évidemment appel à des dessins de la collection du musée. Nous essaierons donc de cerner les origines de la figure allégorique, d'en définir l'archétype et de contextualiser son développement. Notre hypothèse
est que des artistes canadiens ont contribué au développement de conventions graphiques internationales qui caractérisent l'Oncle Sam au cours de la deuxième moitié du 19e siècle. La généralisation de la caricature remonte à la naissance d'une presse indépendante et bon marché dans le contexte de la Révolution française. Les fondements du langage caricatural reposent dès le départ sur des symboles graphiques, car ceux-ci interpellent plus facilement les lecteurs dont la culture est limitée. Pour que le lecteur comprenne rapidement le sens de son dessin, le caricaturiste a tout intérêt à utiliser des éléments immédiatement identifiables, symboles, codes, visages et, si nécessaire, texte. Puisque la caricature offre une pensée sensible, un concept incarné, elle se rapproche fortement de l'allégorie. Alors justement, qu'est-ce qu'une allégorie? Qu'est-ce qu'une figure allégorique nationale? C'est le produit de l'anthropomorphisme d'une nation dans le but de la représenter graphiquement sous la forme d'un personnage. Ce procédé est particulièrement prisé par la caricature et la propagande. Les premières figures allégoriques occidentales connues, telles Britannia, sont calquées sur des représentations de déesses guerrières. Au 18e siècle, après avoir représenté l'Amérique sous les traits d'une Amérindienne, les artistes britanniques, imités ensuite par les artistes américains, optent pour une figure classique nommée Columbia, dont on retrouve ici une représentation au centre de l'image. Tel que le démontre le professeur Todd Porterfield dans les actes du colloque Caricature, bilan et recherche, tenu à Paris en 2006, la caricature s'inscrit dans un vaste processus de fabrication identitaire. Les États d'Amérique auront recours alors à différents visages et chacun d'eux incarnera un aspect distinct de leur quête d'identité. Cette multiplicité peut s'expliquer par la difficulté qu'éprouvent les Américains à se définir comme nation au cours de leur tumultueuse histoire diplomatique. Les principaux précurseurs de l'Oncle Sam sont Yankee Doodle et Brother Jonathan. Yankee Doodle est à l'origine une chanson que les troupes britanniques interprétaient afin de railler les colons américains au cours de la guerre de 7 ans. Robert, peux-tu actionner la petite chanson, s'il te plaît? Alors, juste pour vous rafraîchir la mémoire, on l'entend. Et maintenant, expérimenter un verre d'oreille. OK, on peut arrêter, merci. Alors, l'hymne est ensuite adapté en tant que chant patriotique par les Américains. Yankee Doodle ne développera pas une personnalité ni une imagerie distincte, comme ce sera le cas pour Brother Jonathan et l'Oncle Sam. Il demeure essentiellement un personnage de scène et de comédie. Cette chromolithographie, qui commémore le premier centenaire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, le représente a posteriori. Merci. Alors, en réponse à l'appel patriotique d'une imagerie nationale, Brother Jonathan s'inscrit dans le développement du symbole colonial de Yankee Doodle. Cet autre personnage, également créé par les loyalistes britanniques pour se moquer de ceux qui supportaient la cause américaine, est une illustration de l'homme de la rue. Dans cette lithographie, Jonathan porte le pantalon à rayures caractéristique des sans-culottes, le nom donné aux manifestants populaires de la Révolution française. Ce signe iconographique symbolisant ses origines révolutionnaires sera préservé chez l'Oncle Sam. À partir des années 1850, Brother Jonathan porte presque entièrement ce qui deviendra le costume caractéristique de l'Oncle Sam. Vieilli, le personnage perd peu à peu de son humour désinvolte et surtout de sa pertinence. Au cours de la guerre de Sécession, il s'efface progressivement tout en cédant ses attributs vestimentaires à son successeur. Personnage individualiste, Jonathan devient obsolète dans le contexte de la guerre civile où les nécessités nationales s'avèrent prioritaires. L'origine du terme « Uncle Sam » est attribuée à un marchand de Troy, dans l'État de New York, dont les affaires prospéraient durant la guerre de 1812. Samuel Wilson obtient un contrat pour fournir du bœuf à l'armée et il expédie la viande dans des barils. Les barils étant la propriété du gouvernement, ils sont marqués des lettres US. Les soldats plaisantent en affirmant qu'il s'agit des initiales de Wilson, qu'ils appelaient affectueusement Uncle Sam.
Cette plaisanterie serait à l'origine de l'utilisation très répandue de ce surnom en tant qu'homonyme des États-Unis. En 1961, le Congrès confirme l'histoire et identifie officiellement Samuel Wilson à l'origine du symbole national que constitue l'Oncle Sam. Puis, en 1989, la proclamation 6016 du président George Bush déclare la journée du 13 septembre le Uncle Sam Day. L'Oncle Sam est représenté essentiellement en caricature, soit à partir du début des années 1830. Il ne ressemble pas à Samuel Wilson. Suite à plusieurs métamorphoses, un consensus s'établit dans la presse illustrée des années 1860 autour d'un personnage portant un chapeau, une redingote et un pantalon rayé, visiblement démodé. Son apparence est en fait tributaire des figures allégoriques américaines masculines précédentes. L'Oncle Sam et Brother Jonathan sont d'ailleurs dessinés de manière interchangeable aux États-Unis jusqu'à la guerre de Sécession et jusqu'à la fin du 19e siècle en Angleterre et au Canada. Au cours des années 1870, Thomas Nast est considéré comme le premier caricaturiste à véritablement cristalliser le personnage hybride de l'Oncle Sam. Nast possède à ce point le personnage qu'il n'hésite pas à le mettre en scène à plusieurs reprises avec sa propre personne. Alors, c'est lui ici. Vous voyez, son nom est sur son carton de dessin. D'origine germanique, Thomas Nast est une sommité de la caricature politique américaine au 19e siècle. De 1859 à 1886, il dessine pour le Harper's Weekly, un journal politique new-yorkais. Le tirage du journal atteint les 100 000 copies dans les années 1870. Ces caricatures de l'Oncle Sam connaissent non seulement une importante circulation, mais elles apparaissent régulièrement sur la couverture de l'hebdomadaire. Au 20e siècle, la représentation la plus célèbre de l'Oncle Sam est le « I Want You » de James Montgomery Flagg. Initialement publié en 1916 sur la couverture d'un numéro de Frank Leslie Illustrated Weekly Newspaper, l'illustration est reprise en 1917 pour une affiche de recrutement militaire. Plus de 4 millions de copies ont été imprimées et distribuées au cours de la Première Guerre mondiale. Elle est généralement considérée comme la représentation définitive et archétypique moderne de l'emblème national américain. L'Oncle Sam demeure par la suite très présent dans la presse illustrée, à l'échelle mondiale. La figure investit toutefois une veine plus burlesque du folklore américain à partir de l'entre-deux-guerres. La première des deux caricatures étalons, qui, à notre sens, réunissent les principaux attributs physiques et vestimentaires constituant l'archétype de l'Oncle Sam, est un dessin de Thomas Nast publié en 1877. La seconde caricature étalon, réalisée par Henri Julien, a été publiée dans le Canadian Illustrated News à une semaine d'intervalle de la précédente. Ces deux illustrations témoignent d'une représentation achevée de l'Oncle Sam, une représentation désormais statique chez les deux artistes. Alors, je vous présente tout de suite certains attributs. L'Oncle Sam est représenté de manière très similaire dans les deux caricatures. On reconnaît un homme de race blanche, âgé et grande taille, qui porte de longs cheveux blancs et une barbichette. Son costume est composé d'un chapeau haut de forme incurvé, d'une veste de type queue de pie, d'un gilet traditionnel, d'un pantalon étrié et de bottes pointues. À l'exception des rayures du pantalon, l'ensemble est caractéristique de la mode masculine des années 1830. Seule la cravate est anachronique. Si Nast opte pour la très populaire cravate horizontale à mi-donnée et asymétrique portée par le cousin Jonathan au cours des années 1850, Julien propose ici une cravate de type four-in-hand, plus à la mode du jour. Au tournant du siècle, l'Oncle Sam portera généralement un nœud papillon. Au cours des années 1870, ces conventions graphiques sont partagées à quelques détails près par différents caricaturistes. Mentionnons Joseph Ferdinand Kepler et Matt Morgan aux États-Unis, James G. Mackay au Canada et John Tenniel en Angleterre. Le développement de la figure de l'Oncle Sam s'effectue véritablement de manière collective et ne peut être attribué qu'à un seul caricaturiste.
Les jalons que j'ai identifiés, je vous les présente tout de suite, mais on va les voir plus tard en images. Au milieu du 19e siècle, le dessin satirique s'implante irrémédiablement au Canada en tant que pratique artistique, sociale et politique courante. Le Montréalais John Henry Walker est le premier illustrateur canadien à publier sur une base régulière des caricatures qui commentent l'actualité. En 1849, Walker signe le premier dessin connu dans toute l'histoire de la presse illustrée à utiliser le terme « Uncle Sam » pour désigner la personnification des États-Unis. Et son personnage, à notre connaissance, arbore la toute première barbiche de son existence et porte pour la toute première fois un chapeau haute forme. Une vingtaine d'années plus tard, Walker représente l'oncle Sam vêtu d'une veste étoilée, une autre primeur que nous n'avons pu démentir. Pour sa part, l'illustrateur Henri Julien, qui contribue à 2 hebdomadaires montréalais à ce moment, dessine invariablement le motif de l'étoile sur le gilet ou la veste de l'oncle Sam à partir de 1875. Puis, en 1876, il ajoute au pantalon un ornement de gousset. C'est un élément graphique que Nast adopte l'année suivante et qui participe de la représentation classique de la figure jusqu'au 20e siècle. Alors, en ce qui concerne les origines iconographiques de l'oncle Sam, la toute première caricature à le représenter est une lithographie publiée en 1834. On retrouve au centre le président des États-Unis, Andrew Jackson, qui saigne littéralement la figure, qui incarne ici la Réserve fédérale. À l'opposé de ses prédécesseurs, le symbole de l'oncle Sam désigne plus spécifiquement le gouvernement américain ou son émanation. Le personnage, affublé d'un bonnet, ne montre aucune ressemblance avec sa contrepartie moderne, à l'exception du motif de la bannière étoilée, ornant sa robe de chambre. Une autre lithographie dépeignant un oncle Sam peu reconnaissable est Uncle Sam and His Servants. Le personnage, un vieil homme aux cheveux longs, porte une culotte courte et un chapeau de paille à large bord. Cette caricature qui ridiculise les efforts du président des États-Unis, John Tyler, à se sécuriser un deuxième terme, trouve écho dans les journaux pour rire d'outre-mer. Avec la création de Punch en 1841, la caricature politique britannique s'approprie rapidement cette dernière apparence de l'oncle Sam, qu'elle nomme au départ Yankee Noodle. Puis, le même visage longiligne, aux longs cheveux fins, coiffé d'un chapeau à large bord, devient Brother Jonathan. Ces 2 caricatures mettent en scène un personnage montrant une ressemblance frappante avec le visage allongé et pointu, ainsi que le nez légèrement romain de l'oncle Sam de la précédente lithographie. Cette similarité dans les représentations suggère un accord entre les caricaturistes sur le développement de conventions internationales, plutôt intercontinentales. Un pôle supplémentaire à considérer en regard de ces conventions est la filière canadienne. Celle-ci prend naissance à Montréal en 1849 avec le lancement de Punch in Canada, la version canadienne de Punch. Semblable à sa grande sœur, la publication hebdomadaire est une feuille humoristique, illustrée, où on s'amuse aux dépens des hommes politiques. Nos 3 premiers jalons se retrouvent dans ce dessin, particulièrement innovateur, publié dans le numéro du 20 octobre 1849. On y dénonce les tendances politiques de Benjamin Holmes, l'un des représentants de Montréal au sein du Parlement du Canada uni, qui se déclare favorable à l'annexion. L'illustrateur, graveur et caricaturiste John Henry Walker le représente en train de mettre en gage le drapeau britannique entre les mains de l'oncle Sam. Si Walker retient la tignasse, le faciès et le cigarillo introduits par les caricaturistes britanniques de Punch, il signe, jusqu'à preuve du contraire, la toute première caricature de presse où le gouvernement américain, identifié Uncle Sam dans l'image, est personnifié par un barbu qui porte un chapeau à haute forme. Le chapeau est sans aucun doute un attribut emprunté à Brother Jonathan. L'ajout de la barbiche est caractéristique de la mode masculine de l'époque. Néanmoins, il faudra attendre plus d'une dizaine d'années avant que cette pilosité faciale distinctive fasse son apparition sous les crayons de nos voisins américains, et une vingtaine d'années avant qu'elle ne soit généralisée. La guerre de sécession, ou guerre civile américaine, survient entre 1861 et 1865. Au cours de cette tumultueuse période, la satire visuelle américaine connaît un grand élan de maturité artistique.
De plus en plus sophistiquée et extrêmement populaire, la caricature politique reflète le plus déchirant épisode de l'histoire américaine sous un éclairage à la fois humoristique, tragique et inquiétant. Cette caricature montre l'oncle Sam en train de mettre en cage les rats qui voulaient déstabiliser l'Union à Fort Lafayette. Et traînant les habits vieillots du cousin Jonathan, c'est la première illustration d'oncle Sam portant un bouc qui nous a été donné de recenser dans la presse satirique américaine, soit 12 années après celle de Walker. Alors, Elsbeth, je pense que tu nous as montré cette image. Alors, voici le croquis. En 69, le Green Charcoal, une publication humoristique montréalaise et égayée de gravures sur bois, fait appel au service de John Henry Walker. Ce dernier, il signe une caricature qui constitue notre prochain jalon. La scène montre 3 personnifications nationales: John Bull, Young Canada et Uncle Sam. Notez que, vu de notre côté de la frontière, l'oncle Sam montre souvent des traits vieillis et désagréables. Alors, la même illustration, une fois publiée. L'artiste illustre ici le fait que les États-Unis ne sont pas les bienvenus dans le jeune Dominion du Canada. Pour s'assurer que les lecteurs identifient correctement les symboles représentés, John Bull est accompagné d'un bulldog anglais. Les mots « Young Canada » apparaissent sur la ceinture fléchée portée par le jeune homme, et l'oncle Sam porte une veste étoilée qui, juste apposée aux rayures de son pantalon, rappelle explicitement le Star Spangled Banner. C'est la première utilisation recensée du motif de l'étoile sur la redingote de l'oncle Sam. La première illustration de l'oncle Sam réalisée par Thomas Nast est publiée 2 mois plus tard. On y aperçoit l'oncle Sam en train de découper la traditionnelle dinde servie lors d'un souper de l'Action de grâce où sont conviés des Américains représentant différentes ethnies. La caricature endosse la ratification du 15e amendement de la Constitution américaine qui garantit un droit de vote non révocable en fonction de la race. Campée timidement à l'arrière-plan, la figure allégorique est conforme au gabarit de l'époque, sans plus. La deuxième caricature où Nast illustre le personnage de l'oncle Sam est publiée presque 3 années plus tard. Sam montre cette fois-ci l'aplomb qui le caractérise. Il tient entre ses doigts un cigarillo, ce qui accentue son caractère viril, et qui n'est pas sans nous rappeler le Yankee Noodle Brother Jonathan, publié 25 ans auparavant dans Punch. Nast reste généralement fidèle à cette représentation jusqu'à la fin de sa carrière. Il faut attendre 3 années pour qu'une première représentation de l'oncle Sam, dessinée par Henri Julien, soit publiée dans les pages du Canadian Illustrated News. Baptisé pour les fins de la caricature Yankee Peddler, on reconnaît le personnage malgré son allure un peu grotesque. La cravate est manquante, un attribut que l'artiste ajoute par la suite et qu'il fera évoluer à son gré. Le gilet est ornementé d'étoiles, et cette référence à la bannière étoilée, récurrente chez Julien, constitue notre jalon suivant. D'ailleurs, à partir de 1869, on observe fréquemment la présence du motif de l'étoile chez les représentations canadiennes de la figure allégorique, contrairement aux caricatures américaines. La personnification de l'oncle Sam évolue sous le crayon de Julien. Dans une caricature publiée en 1876, on observe un visage plus crédible, l'ajout d'une cravate et la présence d'un ornement de gousset, ou fob en anglais, le dernier des jalons identifiés. Le fob ribbon, identifié en 1740 et 1840, le ruban auquel est attachée une montre de gousset, pocket watch. Par extension, fob en vient à désigner tout ornement, tel un seau ou des clés, attaché au ruban qui est porté uniquement avec un pantalon. Il est plausible de croire qu'un souci d'authenticité ait suscité Henri Julien à compléter le costume stéréotypé de l'oncle Sam grâce à un détail caractéristique de l'époque à laquelle il appartient. L'ornement de gousset fait son apparition dans les dessins de Nast l'année suivante et devient par la suite un signe conventionnel de la figure. C'est aussi en 1877 que Nast dessine l'oncle Sam vêtu, à notre connaissance, d'une veste parsemée d'étoiles pour la toute première et dernière fois. Est-ce que l'insistance de Julien à se servir de ce motif, imitant en cela Walker, a pu momentanément influencer Nast? On peut se demander la question. Montréal n'est pas si loin, et le Canadian Illustrated News connaît tout de même un respectable tirage de 10 000 exemplaires.
Une analogie observée entre nos deux caricatures étalons semble appuyer cette thèse. Dans le contexte de l'adoption de mesures douanières protectrices, on parlait de la politique nationale tout à l'heure, la Commission des pêcheries réunie à Halifax en 1877 accorde 5,5 millions de dollars compensatoires en faveur du Canada. Cette victoire diplomatique sur les États-Unis inspire à Henri Julien une rencontre entre l'oncle Sam et Johnny Cannock, une autre personnification du Canada. Ce dernier personnage arbore un singulier chapeau laineux que nous n'avons pas réussi à identifier. Or, une semaine plus tard, Thomas Nass commente à son tour cette décision de la Commission des pêcheries en représentant l'oncle Sam, John Bull, et un pêcheur canadien portant un couvre-chef très semblable à celui dessiné par Julien. Ici s'arrête notre étude comparative. Comme nous n'avons pas constitué de liste iconographique exhaustive, nos conclusions demeurent exploratoires. Une enquête plus approfondie sur la circulation internationale des journaux illustrés et humoristiques au 19e siècle apporterait un précieux éclairage sur la dynamique des influences et des conventions artistiques. Si les œuvres de Thomas Nass à New York, tout comme celles des illustrations Punch à Londres, participent à l'imaginaire satirique des caricaturistes canadiens, peut-il en être de même dans le sens inverse? La question mérite qu'on s'y attarde, puisqu'elle reconsidère les fondements du plus important symbole identitaire américain. Merci de votre attention. Je vous laisse avec une caricature récente où la célèbre affiche de recrutement de James Montgomery Flagg est adaptée dans le but de commenter l'actualité québécoise. Alors, comme quoi, tout symbole national est également un symbole universel. Merci.